Bonjour à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo des pros de la Ligue 1. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière sur du football et sur de la Ligue 1 parce qu'on n'a pas trop eu le temps avec Melvin. C'était un peu compliqué niveau timing, on a préféré optimiser pour la vidéo 6 nations qu'on a fait puisque le tournoi Destination arrive, c'est du rugby et c'est à retrouver sur la chaîne. On l'a fait la semaine dernière avec nos petits experts rugby. Je suis toujours avec Melvin cette fois-ci, on repart sur de la Ligue 1, on repart avec des news parce que Pierre Sage a été licencié puisque Paulo Fonseca risque de remplacer l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Melvin, décision surprenante et on va en débattre, mais j'espère qu'il va bien. Avant tout. À la santé. Bah écoute, très bien. Nous, on a été contraints d'être là. Voilà, c'est le mot, contraindre les gens. C'est-à-dire, on prend des décisions, mais on est contraint. Mais écoute, très très heureux d'être là. Cette Ligue 1 qui, même quand on s'y attend, enfin là, on s'y attendait en l'occurrence, mais il y a toujours quelque chose à dire. Oui, chaque semaine. Voilà. Bon, voilà, Lyon qui change d'entraîneur, Rennes qui fait n'importe quoi, Montpellier qui redevient l'effectif de 2017-2018. Le Stade Rennais qui, en plus de faire n'importe quoi, devient le RC Lens. Ouais, non, c'est Il y a vrai. beaucoup de choses. C'est vrai qu'on avait enterré Montpellier. Bon, finalement, bah, ils sont plus si loin. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Ça a un peu bougé. Depuis les 2 dernières semaines, on n'a pas parlé de Ligue 1. Voici l'affiche de cette 20e journée de ce championnat avec en ouverture à Montpellier-Lens, mais surtout un classement que je vous présente juste ici. Un truc qui n'a pas bougé, c'est le PSG qui est leader de l'Olympique de Marseille avec 10 points d'avance. Et le Stade Rennais qui est désormais barragiste. Voilà, le nouveau barragiste de Ligue 1 s'appelle le Stade Rennais. Ça peut être assez surprenant quand on voit l'effectif de Rennes, mais quand on voit ce qui se propose sur le terrain, bah finalement, peu de surprise. Montpellier est 17ème, n'est plus lanterne rouge de Ligue 1, c'est aussi à signaler. C'est Le Havre qui est passé lanterne rouge avec 13 petits points. Lyon est 6ème et on en parlera de l'Olympique Lyonnais, ça va être le petit focus de cette vidéo. Et je te propose qu'on démarre tout de suite avec la présentation de cette journée. Hop, la journée suivante avec un Montpellier-Lens qui ouvre le bal vendredi à 20h45. Le Racing Club de Lens qui reste sur une victoire face à Angers. Montpellier qui est allé chercher une victoire à Toulouse alors qu'ils étaient menés au score. Ça, c'est surprenant de la part de Montpellier. Est-ce que tu les vois tout de même enchaîner contre le Racing Club de Lens avec peut-être le retour sur cette fin de mercato d'anciens? Ouais, elle est surprenante agréablement. Cette équipe de Montpellier a déjà retrouvé des valeurs. Ouais, c'est vrai. Ce qui manquait cruellement, en tout cas dans la première partie de saison, en dépit de nombreuses absences de blessures, d'un mercato où pour l'instant c'est plus un mercato, on va dire, économique, un mercato à raison sportive. Tu as les départs conjugués voilà, d'accord Adams, même si bon, je suis pas sûr que Montpellier le regrette franchement pour son inefficacité devant le but. T'as Arnaud Nordin qui vraisemblablement va signer en Bundesliga et à Mayence. T'as le KTJ Savanier, tu sais pas s'il va rester ou pas. Donc c'est vrai que c'est un mercato assez compliqué pour Montpellier. Paradoxalement, bah, ça se passe bien sur le terrain. Jean-Louis Gasset va remettre les têtes dans l'endroit. Il y a eu quelques prémices voilà, contre Toulouse. Et j'ai envie de voir cette équipe de Montpellier, je pense, capable voilà, de chatouiller le RC Lens et même aller arracher, pourquoi pas, un bon match nul qui serait pas mal. Je prolongerai ta série. Et quand on voit que la faiblesse de tes concurrents directs, tu te dis que voilà, une série, on va dire, positive te permettrait peut-être de passer devant eux, quoi. C'est ça, bah, un peu comme Lyon l'an passé, en fait. Ils n'ont jamais été largués parce que les concurrents directs ne prenaient pas de points. Et je veux dire, cette victoire à Toulouse, ça compense un peu la défaite face à Lyon, justement, où ils méritaient peut-être mieux et ils n'avaient pas été bien payés. Montpellier montre un meilleur visage. Je pensais pas que Jean-Louis Gasset arriverait à relever les troupes aussi longtemps. Pour l'instant, ça fonctionne. Et je vais quand même aller sur une victoire du RC Lens que je trouve quand même solide. Mais c'est vrai que ce Montpellier-là, bah, c'est vrai qu'il y a 2 semaines, c'est la dernière vidéo Ligue 1 qu'on a faite, c'est est-ce que c'était mission impossible et on voyait pas Montpellier se maintenir. Et on peut-être nous faire mentir, on verra ce que ça va donner sur la suite de la saison. Le Stade Brestois, Vas-y. Sur le cas RC Lens, on peut aussi noter, on a parlé de Montpellier d'un mercato qui peut perturber. Le RC Lens, c'est pareil aussi. Oui. Le cas Kevin Danso. Oui, T'as d'ailleurs, bien oui. compris T'as qu'aujourd'hui, bien, t'as bien raison de le dire. donc bon, c'est quand même très compliqué pour RC Et Lens. la déclat de Will Seal sur Hervé Kofi aussi. Une balle monumentale. C'est quand même terrible, sur cette déclaration légèrement maladroite de la part de l'entraîneur du RC Lens. Mais bon, voilà, c'est le tarot. Et on va pouvoir enchaîner sur ce Brest-PSG. Ben, le Stade Brestois, finalement, ça va très très vite la Ligue 1. Puisque je me rappelle du bilan qu'on a fait à la mi-saison où on parlait de ce Stade Brestois qui était quand même dans les clous, qui était là où on les attendait, mais il fallait prendre des points pour échapper un peu à la zone rouge. Bah, tu vois que maintenant ils sont qu'à 4 points du podium, qu'à 4 points pardon, de Lille 5ème, donc à 4 points de l'Europe.
C'est vraiment pas déconnant, à 5 points de la Ligue des Champions. Et ils sont revenus dans la course, ils sont écartés de la zone rouge. C'est assez impressionnant ce que fait le Stade Brestois depuis pas mal de temps là. C'est quand même une bonne, une belle série quand même en étant vaincu en Ligue 1. Et puis ça compense après la défaite contre le Shakhtar la semaine dernière quoi, en Ligue des Champions. Sachant qu'il y a une bonne réception cette semaine. Oui, Brest a un besoin cruel de points. On sait que l'aventure en Ligue des Champions ne sera pas éternelle. Là, tu sens qu'ils sont un peu dans le dur. Alors peut-être qu'ils vont nous mentir en faisant un exploit contre le Real Madrid. Ah, ça serait beau. Mais voilà, tu sais, voilà, tu auras probablement un barrage et peut-être, suivant l'adversaire pour le barrage, ça sera quand même compliqué, donc ça sera plutôt 2 matchs de gala. Mais oui, ce que fait Brest, c'est très intéressant. Là, ils sont sur une bonne série de 3-4 victoires consécutives. Contre le Havre, ce que j'ai aimé, c'est la solidité du groupe brestois. Une première mi-temps où franchement, ils doivent mener plus que 1-0. Voilà, ils ont manqué un petit peu d'efficacité. J'avais un peu peur qu'ils se fassent piéger. Et finalement, deuxième mi-temps, ils ont su se montrer vraiment costauds pour éviter le retour du Havre. Alors, un Havre voilà, qui est peut-être l'une des équipes les plus faibles du championnat. Mais voilà, Brest a su tenir. Et bravo, enfin, c'est du bon travail. Ils arrivent, on va dire, maintenant dans une position d'outsider à l'Europe. Est-ce qu'ils sont capables de se hisser dans le top 7? Et franchement, pour une saison, on va dire, avec la Ligue des C'est Champions, la vrai. découverte de la Ligue des Champions, ce serait une très très belle saison. Et pour moi, je vais même te dire, je pense qu'elle serait aussi belle que l'année dernière, dans le contexte où tu as la pression de la Ligue des Champions, tu fais quand même un bon parcours en Ligue des Champions, tu as le championnat, tu es attendu, tu n'as plus l'effet de surprise. S'ils arrivent encore à se qualifier pour une Coupe d'Europe, ne serait-ce la Ligue Europa Conférence, ça sera déjà une très 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 belle saison du Stade Brestois et on peut que le répéter. Eric Roy fait un travail formidable. Je ne pensais jamais dire ça à sa nomination, mais bravo. Ah, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je n'enlève pas un mot de ce que tu viens de dire. Je suis complètement d'accord avec ça. Maintenant, de là faire un coup face au Paris Saint-Germain, j'y crois moins, sachant qu'en plus, tu auras eu le match contre le Real Madrid dans les pattes. Bon, le PSG s'imposait à Francis Leblé. Qu'est-ce que tu as pensé des débuts de Gvara quand même? Le PSG qui était accroché par Reims. Mais bon, de toute façon, la Ligue 1 Il y a des maintenant. prémices. Il y a des prémices intéressants. Voilà. Alors, enfin, j'ai aucun doute sur le niveau de Kvaratskhelia, qui est un excellent joueur. Moi, ce que j'ai toujours des doutes, c'est que tu n'as toujours pas résolu ton problème numéro un, qui est le numéro 9. Pour moi, alors je suis peut-être dans la tradition ancienne, mais pour moi, j'ai du mal à avoir une équipe qui vise la perfection, on va dire, en tout cas sur une saison, aller chercher la Ligue des Champions, ne pas avoir un vrai neuf qui est capable de te mettre au moins voilà, une dizaine, une vingtaine de buts par saison. Et t'as pas ce numéro 9, alors t'as des dangers intéressants, mais en fait c'est les mêmes profils. Et alors ça peut marcher contre City, Ah, retour ben là, c'est magistral le. du PSG, hein. À 2-0, moi j'étais déjà en train de préparer le tweet en demandant le licenciement de Luis Enrique. Mais bravo, bravo, il l'a gagné 5-2, donc il risque d'être prolongé jusqu'en 2032. Voilà, un bon retour, hein, une bonne révolte. Maintenant, il faut voir sur la durée. Il y a déjà ce match contre Stuttgart où je me dis, vu l'état de Stuttgart, c'est quand même un adversaire. Alors, faut pas le prendre à la légère, mais t'es quand même C'est à nettement porter, quoi. favori. Il faut que tu assumes, voilà, faut que tu ton statut de favori. Derrière, ce match contre Brest, tu dois dérouler. Parce qu'il y aura des recrues qui arriveront aussi pour le PSG, hein. On arrive en fin de période de mercato, donc ça peut bouger des deux côtés. Un peu moins pour Brest, j'ai l'impression. Brest, c'est vraiment mercato très très calme. Je n'ai pas entendu beaucoup de rumeurs à leur sujet. Marco Bizot va rester. Enfin, je vois pas Bah, pour l'instant de c'est nuages liés au intelligent, quoi. mercato. Ils sont pas allés cramer Ouais. l'enveloppe qu'ils ont eu grâce à la LDC. Et c'est une très très belle gestion de la part du Stade Brestois pour l'instant. Et sur le PSG, je pense que c'est le match référence pour l'instant contre City. Parce que même dans le contenu, même quand ils ont été menés 2-0, c'était vraiment impressionnant en termes de contenu, de jeu proposé. Voilà, pour le PSG, faut toujours cette histoire de numéro 9, on verra. En parlant de numéro 9, très bonne entrée de Colomboigny avec la Juve, qui a marqué pour son premier match. Donc voilà, comme quoi, il est peut-être pas si nul que ça, mais bon, ça c'est pas à moi d'en juger, on verra à la fin de son Ouais, prêt. mais la Serie A est un championnat inférieur à la Ligue 1, tout le monde le sait. Bah attention, la Ligue 1 vaut pas le championnat Arabie Saoudite, je crois, donc pas moi qui l'ai dit, mais donc on verra ce qui va se passer. Des équipes malades en Ligue 1, eh bien, il y en a deux et elles vont s'affronter ce week-end, c'est Monaco et la JOCR. Attention à la JOCR, on l'avait dit dans la bilan de première partie de saison, c'était une excellente première partie de saison par la JOCR, c'était peut-être l'équipe la plus surprenante de cette première partie de saison. Cependant, là, sur cette deuxième partie de saison, la JOCR est quand même très
très en difficulté. Aucune victoire depuis le 24 novembre dernier. C'était contre le SCO d'Angers depuis seulement 4 petits points pris en 7 matchs. Et la JOCR qui se rapproche dangereusement de la zone rouge puisqu'ils n'ont que 6 points d'avance sur le Stade Rennais et ça peut aller très très vite. Donc attention à ne pas se faire peur sur la deuxième partie de saison pour les hommes de Christophe Pélissier. L'AS Monaco est à 34 points, 3ème. Pourquoi je dis que Monaco est un peu plus en difficulté aussi? Ils ont renoué avec le succès contre Rennes après 4 matchs sans victoire. Ça peut coûter cher pour le podium et surtout pour la place de Dauphin en deuxième partie de saison. Il va falloir trouver un enchaînement, sachant que la semaine prochaine, tu vas à Paris et ça peut être un match aussi qui peut montrer une certaine irrégularité du côté de l'AS Monaco, ce qu'on peut retrouver depuis quand même pas mal de temps malheureusement. Est-ce que tu vois Monaco enchaîner face à la JO? Ouais, la machine s'est paradoxalement déréglée pour Monaco. On pensait que tout était revenu, on va dire, à la normale avec cette bonne première partie de saison. Et tu as eu ce dérèglement assez inexplicable. Alors là, tu es sur une phase, on va dire, de regain. Parce que tu es allé gagner contre Aston Villa. Donc celle-là, elle a fait du bien. Et tu as ce match contre Rennes où globalement tu l'as maîtrisé, même si en fin de match tu te fais peur. Donc voilà, Monaco reprend la confiance. Il faut confirmer contre Auxerre parce que derrière tu te prends le PSG. Tu auras un match périlleux contre Nantes qui réussit plutôt bien face au Gros. Ensuite Lille, tu as un enchaînement en 2 matchs qui est compliqué et tu te rends compte qu'en fait aujourd'hui tu as très peu de marge sur tes concurrents pour le podium. Aujourd'hui tu as 4 points de retard sur Lyon. Bon, apparemment Lyon qui est en crise et qui verse son entraîneur. Mais voilà, cette équipe monégasque, il va falloir qu'elle se reprenne. Alors on parle beaucoup de la jeunesse en disant oui, on peut, enfin entre guillemets, on peut excuser des fois ces méformes. Pour moi, c'est pas un problème de jeunesse, c'est juste qu'à un moment donné, Monaco ses trous. La saison dernière, c'était pareil, à peu près à la même période. Chaque saison, ils ont des trous. Ouais. Donc voilà, il va falloir vite redresser la barre pour pas, on va dire, sacrifier ce top 3, ce top 4 qui est largement à ta portée. Encore une fois, aujourd'hui, pour moi, derrière le PSG, c'est Monaco qui est la meilleure équipe, qui va encore faire un mercato plutôt intéressant, puisque ça devrait se faire. Ils vont recruter un milieu de terrain, on va dire, on verra si c'est Dina Mbimbe ou un autre, mais quand même un mec qui a un peu d'expérience, qui va apporter quelque chose. Mais voilà, cette équipe de Monaco, en fait, je la trouve aussi très dépendante à l'entrejeu de Denis Zakaria. J'ai l'impression que sans Denis Zakaria, c'est une équipe qui est en manque total d'équilibre. Et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, cette équipe Monaco, pour moi, elle doit être solide, deuxième du championnat. Alors, bousculer le PSG qui est invaincu, c'est compliqué, mais au moins être deuxième, solide et se dire que oui, sans accro, ils seront dauphins. Pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Je suis d'accord avec ça. Je les vois gagner quand même contre Auxerre. Parce que Auxerre, je les vois vraiment dans le dur, même s'il y a la match de Ligue des Champions pour l'AS Monaco. Il y a aussi ce barrage qu'il va peut-être falloir aussi rajouter 2 matchs de plus, quoi. Donc ça peut être aussi quelque chose qui pourrait peut-être embêter à 18h aussi sur la gestion de son effectif par rapport à la forme et la fraîcheur. Et face à un Olympique de Marseille qui lui n'a pas de Coupe d'Europe et plus de Coupe de France. Et ça pourra jouer aussi sur ce sprint final qui va rapidement arriver du côté de la Ligue 1. Parlons du LOSC contre l'AS Saint-Etienne. Bon, le match aller s'était soldé par une défaite 1-0 de Lille, alors qu'ils avaient outrageusement dominé l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne qui, j'ai l'impression, a quand même du mal à sortir du bourbier du maintien, a du mal à enchaîner, a du mal à choper des points contre les concurrents. Voilà, t'as qu'un petit point d'avance sur Rennes. T'as Montpellier qui est revenu à 3 points. Voilà, tu sens que Saint-Etienne, il faut déclencher. Et ça a du mal. Ça a du mal à allumer le briquet, quoi, si tu veux. Et face à un LOSC qui a eu sa série d'invincibilité, qui avait débuté d'ailleurs, enfin, qui avait... La dernière défaite du LOSC avant la semaine dernière, c'était d'ailleurs à Saint-Etienne. Il y avait eu une longue série d'invincibilité en Ligue 1. Je sentais que c'était un peu sur la fin parce que ça commençait à être un peu plus poussif ces derniers temps. Ils ont perdu à Strasbourg. Il faut se relancer contre Saint-Etienne. T'as un match de Ligue des Champions aussi pour assurer le barrage. Bon, gestion Bruno Genesio, mais je sais pas si tu veux échanger soit sur Saint-Etienne, soit sur Lille. Je te laisse le choix. Ouais, le LOSC, encore une fois, tu sens que là, c'est une période charnière dans le sens où il faut faire attention on va dire, au plafond de verre. Contre Liverpool, ils ont fait un match très intéressant avec les absents du moment.
Je me suis dit, à l'égalisation, je me dis, ils vont refaire un coup, Ça au aurait été moins, et fou. prendre un match nul, et ça aurait été fantastique. Et vraiment, je me serais dit, à la fin du match, je vois pas Bruno Genesio faire une saison de plus à Lille, il sera débauché par quelqu'un d'autre. Voilà, ils ont fait une bonne chose. Et contre Strasbourg, un adversaire qui met de l'intensité du pressing, ils se sont fait un petit peu piéger. Voilà, il va falloir remettre les gaz dans une semaine hyper importante, le match contre Feyenoord, où ça serait une très très belle affiche. Franchement, s'il y a je pense, les 4, ouais, on va dire, il fait partie des 3-4 matchs que j'ai envie de voir. Parce que c'est deux équipes qui envoient pas mal de jeux, avec des joueurs assez techniques, enfin vraiment très intéressants. Donc c'est l'un des matchs que je veux voir. Et ce match, c'est le match le plus important de la semaine pour Lille. Donc est-ce qu'il n'y aura pas du jus lâché pour le match contre Saint-Etienne, contre un adversaire qui lutte pour sa survie et qui montre des bonnes choses, en tout cas une force de caractère assez insoupçonnée. Il faudrait juste éviter maintenant d'être mené au score Oui. et voilà, et de l'ouvrir, hein. Avec des renforts, Cardona, peut-être d'autres joueurs, on verra. Mais oui, cette équipe de Saint-Etienne peut bousculer Lille. Moi, c'est pour ça que je vais aller sur un match nul entre deux équipes voilà, qui, on va dire, sont en quête de confiance. Une victoire sur les 7 derniers matchs pour Saint-Étienne. Il va falloir prendre des points. Et pour s'éloigner, se donner un peu d'air sur cette lutte pour le maintien, je vois. Je vais rester sur une victoire lilloise. Tu m'as dit le match nul. Ça peut être ouvert, mais je me dis de Lille à domicile après avoir, pareil, hein, ce match de Ligue des Champions, même si il y a moins d'enjeux qu'à l'accoutumée, parce que Lille est quand même assuré de finir barragiste. Attention tout de même, mais je vois quand même Lille enchaîner, Saint-Etienne. Le programme il est costaud, hein, parce que tu vas à Lille, tu reçois Rennes qui va être ultra important, parce que ça va être un concurrent direct. Tu vas à Marseille, tu reçois Angers. Donc tu as 2 matchs contre des candidats au podium et 2 matchs contre des candidats au maintien. Bah voilà, tu sais qu'il va falloir prendre des points. Et même je rajouterai derrière début mars où tu reçois Nice qui est pareil candidat au podium et tu vas au Havre qui sera candidat au maintien et tu vas à Montpellier. Donc là, en fait, jusqu'à mi-mars, Saint-Etienne a des matchs où, on va dire 4 matchs où qu'il faut gagner et 3 matchs où il faut essayer d'aller gratter des points pour aller prendre des bonus qui permettraient d'éviter de se faire peur en fin de saison et on verra ce que ça va donner. Toulouse-Nice, j'ai pas pu voir le match de Toulouse la semaine dernière, donc voilà, c'était une défaite face à Montpellier. Victoire de l'OGC Nice contre l'Olympique de Marseille la semaine dernière. Nice, finalement, Francaise fait du bon boulot, il n'y a plus Ineos quasiment, mais campagne européenne calamiteuse, je pense qu'elle fait partie des pires campagnes européennes que j'ai vues de ma vie. Cependant, en championnat, ça roule et ça relie à 4 points du podium, 4 points de Marseille, pardon. La campagne européenne, elle est Voilà, affreuse. assez surprenant, mais pour l'instant, ça tombe du bon côté de Nice, puisque quatrième, honnêtement, quand tu vois la situation du mercato d'été, où tu sens que le projet, il n'y en a plus vraiment, te dire qu'ils sont quatrième, qu'ils sont à peu près, on va dire, dans leur standard de l'an dernier, enfin, c'est très bien ce que fait Francaise. Il a su donner une identité offensive de son équipe, développer des joueurs, Evan Guessant notamment qui a passé un palier. Franchement, voilà, ce que fait Nice, c'est très fort. Nationalement, après européen, tu vois qu'ils n'ont pas on va dire l'effectif pour pouvoir jouer de compétition de front. Et puis ils ont une expérience qui est cruelle en Coupe d'Europe. Tu vois bien sur les matchs. Alors ce match contre F-Borg, je vais pas le prendre en compte parce que pour moi ils avaient fait tourner et tu te fais piéger sur un coup de pied arrêté et derrière t'as pas l'énergie pour revenir. Mais voilà, sur la campagne européenne qu'a fait Nice, elle est désastreuse. Sur l'indice UEFA, ça va être Ah, désastreux mais aussi. je crois qu'ils ont pris moins de points que Lens à l'indice UEFA. Alors que Lens est sorti au barrage de conférence, quand même. Bon. Voilà, c'est très fort de la part de l'OGC Nice. Mais sinon, oui, c'est une équipe qui, franchement, fait son bout de saison, qui a eu en plus un début d'exercice pas facile avec pas mal de blessés. À un moment donné, on s'est dit, est-ce que la grève francaise va prendre? Et puis derrière, tu as le retour, on va dire, le retour, on va dire, des joueurs phares, des joueurs des cadres. Tout est en train de bien se découpiller. Donc moi, je vais garder la victoire de Nice contre Toulouse. Toulouse qui est un peu dans le creux. Je les ai Ouais. trouvés très décevants contre Montpellier. Voilà, je vais rester là-dessus, sur cette victoire niçoise à Toulouse. Et donc ça serait une troisième défaite consécutive de Toulouse au Stadium.
2 défaites selon pour Nice sur les 15 dernières journées de Ligue 1. Je comptais du coup. C'est quand même, voilà, c'était à Lyon et à Lille, donc c'est à chaque fois à l'extérieur. C'était contre des équipes du haut de tableau, donc c'est quand même plutôt honorable pour. Et à domicile en Ligue 1, ils ont perdu combien de fois? À domicile, l'OGC Nice en Ligue 1, eh bien écoute, ils n'ont pas perdu à domicile. Ils sont invaincus à l'Allianz Riviera cette saison, parce que leurs 4 défaites, c'est à l'extérieur. C'est à Auxerre, à Marseille, à Lyon et à Lille. Ouais, belle stat, impressionnant. Ah non, faudrait pas qu'ils perdent à Toulouse. Mais je les vois pas non plus perdre à Toulouse, malgré. Voilà, Toulouse est un peu dans le dur, mais c'est peut-être ce qui va manquer au TEF pour aller accrocher, pourquoi pas, l'Europe sur cette deuxième partie de saison où Soumaïl trop le fait, c'est trouver de la régularité. Et pas inquiet pour le TEF, que ce soit en termes de maintien ou quoi que ce soit. Je pense que voilà, ils vont avoir une petite passe dans le dur et peut-être relever derrière et enchaîner. On verra ce que ça va donner pour Toulouse qui est actuellement 10e. L'issue du président Comoli, c'est la première partie de tableau, donc s'ils finissent dedans, ça sera validé. Et on verra ce qui va devenir du TFC. Rennes-Strasbourg, bon, que fait le Stade Rennais? Personne ne comprend rien avec leur recrutement. Nouvelle info, c'est Sacha Tavolieri qui nous lance ça, c'est que Kevin Danso pourrait arriver du côté du Stade Rennais. Il faut que je vous l'affiche le tweet correctement, le voilà. Les Sanders qui espèrent obtenir 25 millions d'euros pour l'international autrichien. Bon, on fait quoi de Rennes là? C'est assez. On a commencé en parlant off, on voit pas Sampaoli finir la saison, et on voit bien Persage arriver, genre, là, genre dans 2 semaines, lors du match contre Montpellier, quoi. C'est ça, quoi. Bah déjà, je pense que dans les projets d'Arnaud Pouille, il y a peut-être déménager à Bollard. Voilà. Au point on en est, voilà, déménager camp de base à Lens, et puis voilà, on s'est plus chier. C'est assez, en fait, c'est assez, c'est illisible ce que fait Rennes. Ouais. Ça continue à s'enliser, ça surpaye des joueurs. On entend les salaires de Brice Samba et Seko Fofana, c'est assez délirant pour un club qui voulait contrôler sa masse salariale. Un mercato d'été d'un raté, mais énorme, puisque là, aujourd'hui, Un sur peu. l'ensemble des recrues, il doit en rester 3-4 au maximum, et encore dans les 3-4, il y en a encore 2 peut-être qui vont partir. Je pense par exemple à Glenn Kamara. C'est Franchement, c'est quand même assez catastrophique ce mercato. J'entends que Faye pourrait aussi partir en Turquie. J'ai l'impression que, en fait, on fait un grand reset encore. Mais sauf qu'on fait pas de grand reset en cours de saison, hein. Peut-être sur Football Manager ça passe, mais dans la réalité c'est compliqué. Et puis t'as un entraîneur Sampaoli, donc ça n'a jamais. Alors on va me dire Marseille, oui, mais c'est pas non plus le grand Marseille, hein. Ce qu'il fait, il fait pas en 6 mois, même pas 6 mois, hein, je crois qu'il arrive en mars. Il change pas fondamentalement la trajectoire de l'OM. Alors c'était peut-être un peu mieux avec lui, mais c'était pas un effet extraordinaire. À Séville, ça n'a pas marché en cours de saison. Et là, tu sens qu'il reste enfermé dans ce qu'il veut faire, sauf que ben, les joueurs ne répondent plus. Même il se fait, je vais être méchant, mais il se fait chier dessus par Seko Fofana Ah oui, non, bah, la Seko déclare, elle est Fofana folle. qui dit j'aurais fait d'autres choix. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Voilà, il n'y a rien qui va. Sampaoli, pour moi, c'est soit ça reste jusqu'à la fin de saison, mais tu vas s'ouvrir parce que je vois pas. Pour moi, Sampaoli est un très mauvais entraîneur pour jouer le maintien. Ou soit tu vas changer d'entraîneur, et donc ça serait un troisième changement d'entraîneur. Après Stéphane, après Sampaoli, tu remettrais un nouveau. Voilà, c'est encore une fois, c'est du grand n'importe quoi. T'es passé d'une extrême stabilité qu'on louait, on pouvait déplorer Bruno Genesio, tandem Genesio-Maurice, t'avais quand même des résultats, peut-être, voilà, t'étais un peu déçu que ça aille pas plus fréquemment sur le podium, mais t'avais des bons résultats. Là, t'as voulu tout changer et repartir sur autre chose, ben, on voit le résultat, c'est catastrophique. Et là, ta saison, elle est déjà complètement ratée. Et c'est bien vrai. Et je viens de voir que Sampaoli a 64 ans, il les fait pas du tout, mais bon. Non, mais là, je vous affiche le mercato estival du Stade Rennais. Bah, je vous laisserai compter dans l'effectif de annoncé ce week-end combien il reste de joueurs, parce que plus beaucoup. Voilà, avec en point d'orgue le Gordbeck, acheté 15 millions, parti 6 mois après, prêté, parce qu'on sait pas quoi faire de lui, parce qu'il veut partir, parce que l'adaptation s'est C'est pas bien n'importe passée. quoi. Non, mais C'est c'est. Ouais. n'importe quoi maintenant tes ventes parce que Grandbeck, tu le prêtes à Southampton. Donc déjà, tu as l'acclimatation de la Première Ligue, qui est un championnat nettement plus difficile que la Ligue 1.
dans une équipe qui est à la rue totale, avec un entraîneur, avec un style de jeu ultra énergivore qui va peut-être pas peut-être pas pouvoir le mettre, on va dire, en valeur. Donc à tout moment, Southampton en fait, fondamentalement, ils sont là, Southampton, être relégué en Championship. Donc tu vas devoir tout recommencer. Peut-être que Grandbeck fera pas partie de ce processus de reconstruction. Donc tu vas récupérer un joueur dans les bras comme ça, avec un nouveau projet ou avec peut-être toujours Sampaoli, on sait jamais. C'est lunaire ce qui se passe à Rennes. Surtout qu'en plus, je pense que Rennes peut faire une croix sur une potentielle plus-value, au moins récupérer ne serait-ce que les 15 millions d'euros de transfert de Grandbeck, parce que si tu vas dans un club qui descend en Championship, ton joueur perdra de la valeur automatiquement, sachant que Rennes, en plus là, va continuer à descendre, et je sais pas ce qu'ils vont faire ce week-end contre Strasbourg. Hein. Là, c'est illisible. Même dans les résultats sportifs, je sais pas, je vais mettre le match nul par défaut. Quoi. Moi, je vais aller sur la défaite de Rennes. Allez, victoire de Strasbourg à l'extérieur. Pour moi, c'est une équipe qui est tellement en difficulté. Faut que ça cesse, que Sampaoli parte et qu'il y a un véritable changement. C'est plus possible d'avoir, on va dire, ce jeu d'influence. Alors, c'était Frédéric Massara l'été dernier qui avait plein de pouvoir. Maintenant, c'est Arnaud Pouille. Dans quelques mois, ça sera à nouveau. Mais il va falloir que Pinot tape sur le point sur la table. Je veux bien que ça soit un propriétaire voilà, qui est assez loin et en fait, quand il prend des choix. C'est rapide, mais là, faut vraiment qu'il fasse quelque chose parce que c'est plus possible. Passons à la suite, passons au Reims-Nantes pareil, du multi du dimanche. Le stade de Reims qui a enfin repris des points parce que ça commençait à faire long, même si ils n'ont pas gagné depuis un bon moment, nos amis et moi. Puisque leur dernière victoire date toujours du 10 novembre dernier et c'est la seule victoire sur les 15 dernières journées de Ligue 1, je crois, ou 12 dernières journées de Ligue 1. Bon, c'est quand même un nul arraché au parc, donc c'est quand même un bon point. Et le FC Nantes, mine de rien, le FC Nantes n'est jamais mort. Le FC Nantes a enchaîné un 4e match nul consécutif. Il leur permet toujours pas d'être dans la zone rouge. Ils ont toujours un petit point d'avance sur Rennes barragiste et 3 sur Montpellier relégable. Le FC Nantes, hein, qui va nous ramener Francis Coquelin, qui a permis à Jean-Kévin Duverne de partir. Ce FC Nantes là, ils veulent pas. Hein. Tu sens qu'à chaque fois c'est de l'année de trop, mais en fait ils trouveront toujours les ressorts pour ne pas descendre. C'est impressionnant et tant mieux pour les supporters nantais si le club ne descend pas. Il va falloir un projet cohérent à Nantes, mais ça, je pense qu'on n'est pas prêt de le voir avant bien longtemps. Et ce match-là, du week-end à 17h, tu as une équipe du Stade de Reims qui arrive sur 2 nuls consécutifs, qui arrive sur 4 matchs nuls en 6 matchs, et le Nantes qui enchaîne un 4e match nul. Qu'est-ce qui pourrait avoir autre chose qu'un partout? Sur les 4 matchs, alors tu sens une équipe qui a retrouvé du caractère. Contre Lyon, c'est à deux doigts de s'imposer avec, je crois, une dernière occasion pour Mostafa Mohamed. Cette équipe nantaise, en fait, alors elle réussit à tenir. Là, sur les 4 matchs, hormis Saint-Etienne, c'était quand même 3 gros. Donc, tu prends des points contre les gros. Maintenant, il faut conforter contre Reims, où ça sera là aussi un match très, 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 très compliqué. S'il y a un match à pas perdre là pour Reims, c'est celui-là, parce que là, la défaite Ouais, faire est. basculer, quoi. Tu bascules du mauvais côté. Tu sens que Elsner, t'es sur un fil. C'est peut-être le prochain c'est le prochain à voir son nom marqué, communiqué. On a été contraint de virer Luca Elsner. Voilà. Donc pour moi, cette équipe de Reims, elle est en difficulté et il faut absolument l'emporter sur ce match. Vraiment, s'il y a un match à ne pas perdre pour les deux équipes, c'est celui-là. Surtout que Reims aura un match périlleux derrière en Coupe de France avec Bourgoin-Jallieu. Voilà, faut absolument que Reims ça prenne des points, Nantes aussi. Et je m'attends à un beau match, et je vais dire un 2 partout, donc match nul, voilà. Voilà, le nul qui n'arrange personne, mais qui est logique. Le bon match nul qui n'arrange personne, celui-là, il est coché dans ce multi du dimanche, mais c'est vrai que c'est un match où, en fait, Reims, je vais vous afficher le classement à l'écran, mais Reims, ouais, est actuellement 12e avec 22 points. Si tu perds contre Nantes, ils reviennent quasiment à ta hauteur, en fonction du résultat de Rennes, Saint-Étienne et Montpellier, ça peut te faire chauffer un peu le cul, quoi. Donc, à voir ce qui va se passer par la suite pour le Stade de Reims. On va enchaîner Angers-Le Havre, match capital, pareil pour le maintien. Le fameux match à 6 points, même si Angers s'est donné un petit peu d'air ces derniers temps. Le Havre, est-ce que c'est le match de la dernière chance? J'ai envie de dire, on a dit ça avec Montpellier il y a 2 semaines, et finalement, ils sont encore là. Mais là, Le Havre, plus ça passe, quoi. C'est un match nul sur les 8 derniers matchs, et c'est que des défaites. Voici le calendrier du Havre. C'est pas bien beau. Pour Angers, on reste sur une défaite à Lens. Mais sinon, on a enchaîné 3 victoires consécutives qui leur a permis de se donner de l'air, quoi.
C'est pas déconnant. Ouais, et on va dire, côté Havre, pour l'instant, le seul truc que tu n'as pas essayé, c'est le changement d'entraîneur. Et je pense que malheureusement, tu vas Ouais. devoir y passer. Est-ce que tu as les moyens de le faire? Je sais pas, mais en tout cas, il va bien falloir y passer parce que tu sens que Didier Digard n'y arrive pas. Alors, les problèmes du Havre ne sont pas uniquement liés à Didier Digard, mais tu sens qu'il n'arrive pas à faire surperformer cette équipe comme pouvait le faire peut-être Elsner la saison passée. Et donc bah là, la situation va être très 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 compliquée parce que contre Brest, en première mi-temps, c'était un néant total. Tu sens que tu as peu de solutions, tu as peu de choses qui permettent de, on va dire, de te faire basculer du bon côté les matchs. Là, tu as fait 2 recrues. Alors là, tu as enfin 3 recrues avec Hassan, Ballo-Touré. Ça, on va voir, mais ça peut être un très très bon coup. Et Diawara, hein, je ne dis pas de bêtises au milieu Mm. de terrain. Mais voilà, il va falloir que le Havre réapprenne à gagner. Et c'est surtout ce genre de match. C'est-à-dire que tu perds contre Angers, ensuite tu as un déplacement à Lille. Je pense que la défaite contre Angers, là, ça serait très, 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 très compliqué pour te maintenir. Parce que derrière, tu as pas. Voilà, tu as déjà utilisé la carte du recrutement. Tu ne feras pas plus de recrues. Et puis la carte du changement d'entraîneur, j'ai pas l'impression pour l'instant Mathieu Bonnemer a envie d'activer. Alors peut-être à tort ou à raison, mais je pense plus à tort en ce moment. Quand tu vois le finish du Havre, je suis pas sûr que dans le sprint final, ils prennent beaucoup de points. Donc si tu les prends pas maintenant, je sais pas quand est-ce que tu les prendras. Peut-être là, c'est compliqué. Je les vois tout de même pas gagner. Je sais pas pour toi. Moi, je vais ranger, aller enchaîner. Ouais, je vais te suivre là-dessus, je vais te suivre là-dessus parce que vraiment, je vois un Havre vraiment très 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 en difficulté. Et j'ai pas l'impression que ça réponde au sein du club. Pour moi, faudrait un changement d'entraîneur et pour prendre qui, c'est aussi notre question. Qui voudrait intérêt à venir au Havre en ce moment, quoi. C'est vrai. Bon, passons au dernier match, mais on va peut-être plus aborder un autre sujet que le match en question, c'est l'Olympico, ce match-là qui, bon, on est toujours attendu, on aime toujours les Olympico, surtout quand on voit celui du match aller qui était quand même zinzin. Mais on va parler de l'Olympique Lyonnais. Pourquoi? Parce que l'Olympique Lyonnais a annoncé hier soir, par le biais de John Textor sur un communiqué, qu'il était contraint de libérer Pierre Sage de ses fonctions. Bon, grosso modo, Pierre Sage a été viré comme un propre par John Textor. Pierre Sage, pour vous donner quelques petites stats, un petit tweet sympathique de StatFoot qui était relayé par Opta également, c'est le 3e meilleur pourcentage de victoire avec 50 matchs minimum au 21e siècle pour Pierre Sage, 57,1% de victoires toutes compétitions confondues. Ça ne l'a pas empêché de se faire virer après un mois de janvier un peu plus compliqué. Il y a eu cette élimination en Coupe de France contre Bourgogne-Jallieu, mais Lyon reste 6e de Ligue 1. À 4 points de Monaco 3e. Lyon reste en lice en Europa League puisqu'ils sont actuellement 5e et que normalement ils devraient rallier sans passer par les barrages la phase finale d'Europa League. Et pourtant, ça n'a pas empêché John Textor de le virer, ça n'a pas empêché John Textor de trouver que le bilan de Pierre Sage était insuffisant pour lui. C'est ce qu'a titré l'équipe aujourd'hui. Paulo Fonseca devrait arriver pour remplacer le technicien lyonnais. Fonseca qui s'est fait sortir de Milan et remplacé par Conceição il y a peu. 14 mois après son arrivée, Pierre Sage est sorti de l'Olympique lyonnais sans grande explication et avec un côté très inhumain de la part de John Textor. C'est con parce qu'il y a quelques semaines, Textor expliquait que pour la Ligue 1, ça serait bien d'avoir un storytelling, de raconter des belles histoires. Il en avait une toute sur la table avec Pierre Sage, et bien il a décidé de la foutre à la poubelle. Un choix qui fait beaucoup parler, qui, je pense, va faire mal au groupe de joueurs et aux supporters également de l'Olympique Lyonnais. Ouais, mais un choix malheureusement qui apparaissait inéluctable dans le sens où John Textor, en fait, même si après il appréciait apparemment Pierre Sage, Ah oui, bah. il ne lui a jamais accordé énormément de crédit. J'ai l'impression que Pierre Sage a toujours été en danger. On parlait encore cet été de pourquoi pas le changer d'entraîneur. J'ai l'impression que voilà, Pierre Sage n'a jamais été dans une situation confortable pour travailler. T'as aussi ces périodes de mercato parce qu'on parle du mois de janvier, mais en fait, tu te rends compte que les moments où Lyon est en difficulté, c'est à chaque fois les périodes de mercato où le fait que tu aies autant de, entre guillemets, turnover, autant de rumeurs, autant de volonté de changer des choses ou de t'adapter à une situation économique, tu perturbes ton groupe et tu as les résultats qui vont avec. Que ce soit Pierre Sage ou un autre, ça aurait été pareil. Voilà, mais un entraîneur qui t'a fait tellement du bien, c'est-à-dire que t'as sorti d'une période très 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 compliquée, t'as amené en Coupe d'Europe, là où ça se passe plutôt bien en Coupe d'Europe, faut le noter, c'est-à-dire que Lyon va se qualifier, Lyon a même des prétentions pour moi dans cette compétition, on pouvait aller très très loin.
Et au final, tu vas te retrouver avec je ne sais pas quoi faire. Voilà, Paulo Fonseca, puisqu'apparemment John Textor voulait Paulo Fonseca depuis 3 4 ans, que ce soit à Botafogo, Crystal Palace et donc à Lyon. C'est bien, On il a verra plusieurs ça. tentatives. Il a plusieurs clubs pour le tenter, c'est pratique. Moi, en fait, ce qui me surprend, c'est qu'aujourd'hui, je veux bien. Déjà, Fonseca en cours de saison, je suis pas sûr que. Je pense que c'est limite la première fois qu'il arrive en cours de saison. Il a une méthode bien à lui. Puis ensuite, l'une des raisons, tu vires Pierre Sage parce qu'apparemment, il était difficile à manier. Je suis pas sûr que Paulo Fonseca soit plus maniable que Pierre Sage. Oui, non, ça non. Donc en fait, tu vas peut-être retrouver les mêmes problèmes. Tu casses ta dynamique de groupe parce que Pierre Sage était très apprécié, unanimement reconnu pour la qualité de son travail. Donc voilà, on va voir les impacts en fin de mercato. Que va penser un Ryan Cherky? Parce que Ryan Cherky, il a été relancé. On avait l'impression qu'il était quand même proche de Pierre Sage. Est-ce que ça va marcher avec Paulo Fonseca? Paulo Fonseca, on sait très bien que lui, voilà, si ça n'entre pas dans ton moule, il n'hésitera pas à s'en séparer. Donc ça va être compliqué. C'est un choix qui est bizarre, lunaire. Un choix à John Textor. Ouais, mais ça crame surtout l'instabilité, enfin la stabilité que tu peux avoir à l'Olympique Lyonnais, qui est rare ces derniers temps du côté de Lyon. Donc c'était peut-être le seul truc qui tourneront à Lyon, c'est quand même dommage. Ça reste un peu dégueulasse la manière dont ça a été fait, surtout en plein milieu d'une saison, à 3 jours de la fin d'un mercato. Le timing est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Surtout que t'as même pas de trêve internationale pour replacer. Qui sera sur le banc contre Marseille? Bah j'en sais rien, il n'y a pas eu d'infos encore. Apparemment, on se dirige sur Jorge Maciel, qui Hmm. était revenu dans le staff de Pierre Sage et qui devrait rester puisqu'il avait travaillé sous les ordres de Paulo Fonseca à Lille. Donc voilà, Jorge Maciel qui devrait être sur le banc contre Marseille. Ensuite, on ne sait jamais, hein, s'ils gagnent le match, peut-être que s'ils n'ont pas signé le Peut-être que contrat finalement. Fonseca. Non, Maintenant, mais ouais. voilà, faut s'attendre à tout. Mais oui, c'est un choix très bizarre, mais encore un choix là, John Textor, parce que en fait, tu as l'impression que, encore plus avec John Textor, hein, c'est dans le football actuel, l'entraîneur est un jouet. Laurent Blanc, tout l'été, tu le fais miroiter, hein, dans le sens en disant ouais, est-ce qu'il va être viré, est-ce qu'il va pas être viré. Puis ensuite, tu le vires après un début de saison catastrophique. Tu prends Fabio Grosso, ça marche pas. Tu t'en sépares. Ensuite, tu penses à Tudor, tu passes à Sampaoli, tu penses à Lopetegui, tu penses à Bruno Lage. Finalement, tu gardes Pierre Sage, pas parce que tu as pas Par selon défaut. le récit de John Textor qui dit oui, j'ai choisi, c'est mon choix. Non, 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 c'est Pierre Sage qui s'est imposé en réussissant des résultats. Il aurait eu 3 4 défaites, ça fait on aurait pu parler. Donc, c'est des choix du grand n'importe quoi. Ils étaient qu'à 4 points de la troisième place. Il suffisait juste d'une victoire ou deux pour que Lyon repasse dans le top 3. Donc c'est n'importe quoi. C'est un choix complètement débile. Hâte de voir la suite de la saison de Lyon. Parce que pour moi, Ouais. c'est un mauvais choix qui peut avoir des répercussions. On sait qu'ils ont un besoin impérativement de la Ligue des Champions. Mais voilà, c'est un choix complètement débile et j'espère que Pierre Sage, voilà, rebondira dans un club où il y aurait de la stabilité et où il pourra exprimer toutes les qualités qu'il a montrées à Lyon. Ah bah, être entraîneur aujourd'hui dans le football actuel, c'est quand même une corvée parce que on te laisse jamais le temps de travailler, c'est le premier verrou à sauter alors que c'est pas forcément de ta faute. Compliqué. On l'avait dit, le mois de janvier serait capital pour Lyon. Je l'avais pas vu dans ce sens, moi perso, mais j'avais vu des départs, mais alors celui-là, je l'avais peut-être pas imaginé quand même. Mais on verra ce que ça va donner à Marseille. Surtout qu'en plus, là, tu le vires avant Surtout ce qui l'Olympico, est, quoi. surtout ce qui est assez frappant, c'est qu'en fait, alors oui, ça tombe hier, mais en fait, tu as l'impression que ça fait depuis le début de janvier Oui. où tu sens que chaque minute ou presque, Pierre Sage pouvait se faire virer. Alors, tu as l'émission contre Bourgoin-Jallieu qui a peut-être précipité le truc. Mais sinon, en fait, tu te rends compte que tu as le mercato qui fait très mal parce que oui, tu as besoin de vendre. Donc, tout le monde est à peu près à vendre et tout le monde est susceptible de partir. Les recrues, pour l'instant, voilà, tu as Almada, mais c'est pareil, Almada. Tu as dit, ouais, ça sera lui ton entraîneur. Alba- 2 semaines, même pas, Albada, même il pas, même pas arrive. 3 jours après.
T'as Paulo Fonseca qui arrive, peut-être Fonseca va dire ouais, Almada, je m'entends pas bien avec lui, et s'il le met sur le banc, il va faire quoi? Puisqu'apparemment, l'un des regrets de John Textor, c'était aussi que Pierre Sage, on va dire, les recrues qu'on lui avait offert, enfin, entre guillemets, certaines recrues, les faisait pas jouer, du style Adrielson et Za, mais s'ils Et, sont mauvais, il va pas les faire jouer pour faire c'est ça. plaisir. Il faut voir le niveau des recrues aussi. Donc c'est quand même, ouais, non, mais ça, c'est. Voilà, bah, si John Tector il prend le Véleda avant le match pour faire la compo sur le tableau, il se demande hein. Qui va au bout, qui va au bout, qui va au bout de sa logique, puisqu'apparemment il comprend mieux le football que tout le monde, et qui va au bout de sa logique, comme Valdemar Kita, qui se met sur le banc, et puis voilà, on juge sur les résultats. Si c'est mauvais, mais on pourra en tirer les conclusions qu'il faudra tirer. Et on verra la suite pour Olympique Lyonnais. Bon, je ne les vois pas gagner à Marseille ce week-end, malgré que Marseille ait eu une performance contre Nice. C'était depuis le match d'Auxerre, j'avais pas vu un Marseille aussi mauvais. Avec un Lilian Brassier, je pense que ça aurait été la bonne idée de le prêter sur les 6 derniers mois de la saison pour qu'il aille se relancer ailleurs dans notre contexte, parce que je pense que le pauvre, il est complètement cuit. Je sais pas ce que tu vois, toi, sur cet Olympico. En soi, le match, je sais pas on sait pas à quoi va ressembler Lyon. Marseille sort d'une défaite vent moche à Nice. Ouais, match compliqué, parce que Marseille aussi un peu perturbé par le mercato, où là aussi il y a du turnover. Ce qu'on remarque, parce que c'est pas qu'à l'échelle des deux Olympiques, c'est que on a, on va dire, une impatience qui se fait de plus en plus sur les recrues. T'as l'impression Ouais. qu'avant, on va dire, une recrue qui échouait sur les 6 premiers mois, alors peut-être tu l'es envoyé en prêt ou tu lui faisais confiance et puis tu voyais à la fin de la saison. Là, c'est 6 mois, c'est pas bon, et on essaie déjà de t'en débarrasser. C'est pareil, Brassier, Koné, c'est pareil. Voilà, donc c'est assez bizarre ce jeu un petit peu de chaise musicale. L'OM a besoin cruellement de points, donc je les vois gagner contre Lyon, voilà, par rapport à ce qu'on a évoqué, et que Lyon sera certainement un peu sonné par ce qui s'est passé cette semaine. Mais, euh, mais là aussi, Marseille, on va voir la fin de mercato avec probablement quelques départs. Il va falloir recruter devant, parce que c'est bien beau de s'être séparé d'Eli Wahi, mais il va falloir trouver un joueur capable de concurrencer Neil Maupay et d'apporter quelque chose. La piste Evan Ferguson, moi j'y crois très peu. Parce que c'est un joueur, voilà, qui est courtisé par pas mal de clubs de première ligue. Ça va être compliqué, et je pense que Brighton souhaite le prêter au niveau de la première ligue. Donc ça va être très 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 compliqué pour l'OM de trouver cet attaquant, on va dire, de complément qui peut faire le taf. Mais il va falloir le trouver. Donc voilà, Marseille est un peu mieux que Lyon, donc c'est pour ça que je les vois gagner. Mais là aussi, Marseille, il va falloir reprendre la dynamique et un peu assumer ce statut de deuxième équipe derrière le PSG. En tout cas, voilà, si c'est leur prétention, je pense que c'est le cas, d'assumer en fait enfin cette position de Dauphin. Surtout que t'as que ça à jouer pour Marseille, donc là, pour le coup, il n'y a aucune Ouais. excuse sur cette fin de saison. Petite stat pour terminer, et après, on conclut. C'est DAZN, tiens, il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé. DAZN, je vais afficher le bon visuel. Hop là, le tweet. DAZN, qui perd de l'argent. C'était la semaine dernière, c'est annoncé. Je vais afficher le père de Pierre Rondeau qui a analysé les chiffres, mais sinon, vous avez le bilan juste ici. DAZN a perdu 1,31 milliard d'euros en 2023, après les pertes d'1 milliard d'euros en 2022, 1,29 milliard d'euros en 2021 et 1,8 milliard d'euros en 2019. Voilà, donc on est sur des pertes solides. Voilà, encore une garantie financière qui semble ne pas tomber. DAZN qui a râlé parce qu'il n'y avait pas assez d'abonnés du côté de la Ligue 1. Cette affaire de droit télé, parce qu'on parle des clubs, de mercato, etc., elle semble loin d'être terminée et ça peut être un beau petit bourbier dans le futur. Il va falloir quand même garder un œil dessus. Voilà pour le petit chiffre DAZN. Je sais pas si tu as envie d'échanger dessus, sinon on peut conclure tranquillou. Non, non, c'est pas une surprise. Voilà, on va dire, l'univers économique du football français, où il y a, le business model est en train de. En fait, on attend juste le bouton où à un moment donné, DAZN va dire, ah, au fait, on n'a plus d'argent du tout là, On se donc on barre ne et paye voilà, plus. terminé. On se barre, bon courage. Voilà, je comprends pas l'idée. On sait que dans la clause, le contrat peut péter la fin de saison. Est-ce qu'il tiendra déjà la fin de saison? C'est la question. Et de deux, après, derrière, on fait quoi? Parce que j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, tu as réussi à valoriser ton produit, et on va dire être en position un peu plus de force pour vendre ton produit, que c'était le cas il y a quelques mois. Parce que on l'avait vu, tu as eu un mal fou à vendre ton produit. Et j'ai l'impression que ça va être encore le cas cet été, parce que ça va être très 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 compliqué.
Je vois pas. En fait, je vois pas comment tu peux t'en dépêtrer, puisque t'as pas changé de gouvernance, t'as pas changé de méthode, t'as pas changé t'es pas allé sur une volonté de valoriser ton produit. Bah, maintenant, t'en payes les conséquences et aujourd'hui, on poursuit la lente et inexorable, lent et inexorable déclin du football français. C'est vrai que depuis 2019, DAZN a perdu quasiment 7 milliards d'euros, enfin 7 milliards de dollars. Moi, il n'y a pas que la Ligue 1 qui m'inquiète. Hein. C'est que t'as pas que la Ligue 1 qui est diffusée sur DAZN. Donc, un business model là qui n'arrive absolument pas à être rentable depuis sa création et qui a perdu près de 7 milliards de dollars en 6 ans, enfin en 4 ans, non, 5 ans, pardon. Moi, je m'inquiéterais plus aussi pour la Serie A, pour je sais plus qui a été signé, si pas la Bundesliga, peut-être qui a signé un petit contrat avec DAZN aussi, ou quelque chose comme ça, je sais plus qui a signé. Je m'inquiéterais pour toutes les sections sportives retransmises sur DAZN. Parce que tu te dis qu'à tout moment, peut fermer quoi. Ce qui est fort, là, on va prendre l'échelle d'Azone France. En fait, ils sont allés sur, on va dire, les marchés où ils arrivent en position de sauveur. T'as la Ligue 1, la Betclic, c'est pareil, personne ne voulait y aller. Il y a eu l'enfer de ce qui s'est passé avec le contrat à l'équipe. Puis c'était Squid ou je sais plus quoi, la plateforme qui avait, voilà, Oui, qui avait ouais. pas marché, qui avait pas marché juste avant. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, DAZN, en tout cas l'échelle française, on va dire, profite, on va dire, du catastrophe, en tout cas sur les droits TV, des sports concernés. Mais oui, aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon modèle, mais je pense que c'est pareil pour n'importe quel modèle, en tout cas des plateformes comme ça. Aujourd'hui, pour rentabiliser, on a bien vu les chiffres, c'est très 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 compliqué. Exactement. Donc, tant que les revenus n'égaleront pas les pertes, au moins minimum pour revenir à l'équilibre, ça risque d'être très très compliqué dans la suite et dans le futur. Et ça peut être quelque chose d'assez intéressant au global à analyser. Bon, ben on va vous laisser. On va vous souhaiter un très bon week-end de Ligue 1. Il y a une vidéo 6 Nations qui est sortie pour ceux qui aiment le rugby la semaine dernière. Il y a peut-être une vidéo sur la Ligue des Champions qui risque de sortir puisqu'il y a la dernière journée demain et que on va peut-être revenir dessus aussi parce qu'on va commencer à se plonger dans cette Ligue des Champions. On a laissé la phase de poule faire, mais il y aura peut-être des débats sur le nouveau format, sur les barrages, les pronos, sur les huitièmes de finale qui vont arriver, sur ce qu'on peut espérer de cette Ligue des Champions également. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, à activer la cloche, à donner votre avis sur la Ligue 1, sur DAZN, sur votre club, sur Lyon, sur Pierre Sage, sur plein de trucs. Moi, on écoute, on lit et on répond. Ça nous fait plaisir de débattre avec vous et on vous souhaite un très très bon week-end de football. Ciao tout le monde!